Merci beaucoup pour vos éclairages qui sont précis, qui nous permettent de bien comprendre les mécanismes et de pointer le cœur du problème et qui apportent des premières pistes de préconisation pour nous et voilà, qui peuvent nous permettre de nous projeter aussi vers la fin de notre travail. J'ai plusieurs questions, mais d'abord, je voudrais revenir sur une forme de constat. Il y a un décalage très grand entre ce que vous nous avez dit et ce que les chefs d'établissement nous ont indiqué il y a une heure. C'est-à-dire que nous leur avons demandé si ils pouvaient rencontrer du côté de leur tutelle diocésaine et congrégationniste des résistances au moment où, saisis de faits de violence, ils s'interrogent sur la façon de saisir des autorités judiciaires ou rectorales. Et de façon unanime, les représentants des organisations de chefs d'établissement nous ont indiqué qu'il n'y avait jamais eu la moindre difficulté. Or, vous nous avez décrit des situations dans lesquelles certains diocèses, pas tous, avez-vous précisé, mais peuvent, au nom du principe de présomption d'innocence, qui est un principe bien sûr essentiel, mais justifier de ce principe pour, au fond, taire la diffusion d'une information avec des enjeux réputationnels qui sont sans doute au cœur de réflexes qui sont de très mauvais réflexes et qui peuvent entretenir une forme d'omerta, mettre des élèves en danger. Donc j'aimerais que vous creusiez, si c'est possible, ce type de situation. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez rencontré des cas? Est-ce que certains de vos syndiqués vous ont remonté des situations dans lesquelles des faits de violence qu'ils auraient pu transmettre par la voie hiérarchique à leur chef d'établissement n'avaient pas pu être transmis à d'autres niveaux en raison d'une intervention diocésaine ou congrégationniste? Et de la même façon, pour comprendre comment ces remontées se font, certains d'entre vous insisté sur la nécessité de remonter dans la voie hiérarchique les signalements. Mais d'autres ont rappelé l'obligation qui, en principe, prévaut, celle de l'article 40. Et l'article 40 peut être assumé sans qu'une communication par la voie hiérarchique, parallèlement, soit opérée. Donc, évoquer les enjeux de formation initiale. Est-ce que dans la formation initiale des enseignants du privé, il y a des enjeux, des moments qui sont prévus et qui rappellent l'obligation, puisque vous êtes des agents publics, vous l'avez dit, qui est celle de l'article 40. Est-ce que dans la formation continue, ces éléments sont rappelés? Est-ce que vous-même, comme organisation syndicale, certains, je crois, l'ont déjà dit, mais vous précisez, rappelez la nécessité de faire article 40, même quand il y a, ou y compris s'il n'y a pas signalement à la voie hiérarchique? Pardon, je donne toutes mes questions, parce que comme le temps nous passe, vous pourrez choisir dans vos réponses et aller à l'essentiel. Et puis, j'en ai sans doute une dernière, parce que vous avez rappelé la position des maîtres délégués, qui sont les contractuels de l'éducation nationale, mais qui sont beaucoup plus nombreux, 20%, il me semble, avec un statut très particulier et une dépendance renforcée vis-à-vis du chef d'établissement. Le chef d'établissement vous choisit, ce qui vous place dans une situation très particulière, et peut-être là, il y a un niveau de filtre déjà, mais pour les maîtres contractuels, c'est encore plus difficile, puisque leur contrat arrivant à échéance, ils peuvent ne pas être renouvelés. Les concernant, et eu égard au fait qu'ils représentent une proportion importante des personnels enseignants des établissements privés sous contrat, avez-vous des préconisations à faire pour mieux les protéger dans l'hypothèse où ils seraient, eux aussi, elles aussi, des lanceurs d'alerte? Oui, donc moi je voudrais rebondir par rapport à ce que a dit ma collègue Madame Ginet. Par rapport, nous avons une particularité dans l'enseignement, dans les établissements privés. Nous avons une instance de dialogue qui s'appelle le CSE. Et lors des contrôles, notamment, les élus ne sont pas écoutés, enfin, au moins ne sont pas auditionnés. Et ce serait peut-être un bon moyen aussi, parce que lorsqu'il y a ce genre de soucis, bien évidemment, ça peut être remonté au CSE. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir accès au PV du CSE, au moins entendre ces élus qui ont des choses à dire? Alors, évidemment, tous les établissements ne sont pas dotés de CSE, hein, ça je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est peut-être aussi une piste à explorer. Vous allez peut-être dire que j'insiste, mais vraiment, le vade-mecum est indispensable pour regrouper toutes ces fiches, article 40, lanceur d'alerte, etc. Il faut que vraiment les enseignants soient équipés, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Et si on veut vraiment mettre un terme à toutes ces violences, il faut passer par ça. Bien, nous vous remercions. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y, Madame Bouchoux. Oui, je voulais juste rebondir sur votre étonnement entre le discours des chefs d'établissement que vous avez entendu avant nous et le nôtre. Je pense qu'il serait bon à un moment qu'on sorte des postures. Je pense qu'ici, personne n'est dans la posture. On a tous prêté serment. Bien évidemment qu'on n'a pas la même vision des choses, je l'entends.
On est bien conscient aussi qu'on ne peut pas généraliser les faits de violence dans tous les établissements. En revanche, nous avons une pratique de terrain pour certains depuis de nombreuses années. Nous évoluons dans différentes instances de l'enseignement catholique, du rectorat ou du ministère. Il serait quand même assez dangereux de notre part de vous affirmer ici que des faits de violence sont étouffés, minimisés et l'information retardée si la chose n'était pas vraie. Dernier point. Je pense que ce fameux principe de subsidiarité dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je dénonce à bien des égards, non pas parce qu'il existe, mais pour ce qu'il en est fait, aurait le mérite quand même d'être levé ou modulé de manière à ce que les chefs d'établissement ne se prennent pas pour des chefs d'entreprise qu'ils ne sont pas, parce que des maîtres délégués, voire des maîtres titulaires, pensent qu'ils sont les salariés de l'établissement et qu'ils doivent tout au chef d'établissement qui est un salarié de droit privé. Et je pense que sur ce sujet-là, effectivement, si cette pression forte qui existe de ce fait était levée, peut-être que les maîtres parleraient plus librement. Si je peux me permettre juste à ajouter concernant les maîtres délégués, nous avons proposé à Madame Borne, lorsqu'elle nous a reçus en audience, que ces maîtres délégués soient validés par acquis d'expérience. C'était une de nos propositions, donc je vous la transmets également pour le SNEC. Très bien.